Je vous remercie d'être aussi nombreux à être présents et intéressés par ce sujet qui est quand même un sujet majeur en termes de flux de matière à l'échelle de la France. Et donc, quand on parle de flux de matière, on parle évidemment de sols qui ont été excavés et potentiellement dégradés. Pour vous présenter l'ordre du jour aujourd'hui, commencer par présenter l'Institut, puis on va avoir l'intervention d'un grand témoin, Mathieu Storm, qui va nous permettre de prendre un peu de hauteur sur ce sujet et de mettre en relief justement cette question de la gestion des terres excavées. On aura ensuite la présentation de ce qui a été produit par l'Institut au cours de l'année passée, c'est-à-dire un guide et une boîte à outils justement sur cette question de la gestion des terres excavées, puis un témoignage des partenaires du projet, donc qui sont RTE, Enedis, GRDF, ICAD, le cluster Au Milieu Sol et EOD Ingénieurs Conseil, donc qui ont participé, financé et soutenu le développement de ce projet. On pourra ensuite avoir des retours d'expérience, de démarches inspirantes de collectivités ailleurs en France, de différentes régions de France qui ont pu mettre en œuvre des démarches justement de gestion circulaire des terres excavées. Et enfin, on terminera par les perspectives par rapport à ce projet et les objectifs de la phase test qui sera lancée à l'automne 2026. Vos questions, vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans le chat par écrit. Nous, on va les recenser et on a prévu un temps à la fin pour pouvoir justement répondre à ces questions. Et si on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, on pourra aussi apporter un retour par mail. Donc, pour commencer, on va avoir une présentation de l'Institut par notre président, Jean Gueny, à qui je laisse donc la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Azilis pour cette introduction. Très rapidement, parce que le programme est riche et chargé, je suis là simplement pour vous rappeler qui nous sommes, hein. L'Institut, c'est une association d'intérêt général national qui a été créée en 2023 suite à la publication d'un ouvrage qui posait le concept de transition foncière, d'un ouvrage collectif, hein, d'ores et déjà, et c'est peut-être ce qui caractérise l'Institut, c'est cette collégialité et ce caractère collectif, c'est la communauté des acteurs qui est engagée pour la préservation des sols et la sobriété foncière, l'Institut, acteur de place sur le sujet du passage à l'acte et du passage à l'échelle en matière de transition foncière. Et donc, pour nous, ça veut dire pour amener les acteurs, qu'ils soient publics, privés, associatifs, académiques, à engager ce passage du foncier vers les sols vivants. Aujourd'hui, nous avons plus d'une cinquantaine d'organisations qui sont adhérentes et ou partenaires, hein, qui regroupent tout le spectre, hein, 5 collèges d'acteurs ensemble, nous, c'est-à-dire quand on dit tout le monde, c'est vraiment tout le monde, c'est-à-dire l'État et ses grandes agences, les collectivités et leurs associations d'élus, les entreprises de tout type de secteur, évidemment ceux de l'immobilier, de la construction, de la promotion des foncières, mais également ceux du champ technique et scientifique, et puis les acteurs associatifs de défense de l'environnement et les acteurs du monde académique avec qui nous avons une activité de recherche et de diffusion de la recherche. Et d'ailleurs, peut-être on peut passer à la slide suivante. Voilà, on a trois missions à l'Institut. Celle de faire de la recherche et de transférer surtout le résultat de la recherche auprès d'un public à la fois scientifique, mais aussi opérationnel et technique. Donc, une mission R&D, transfert de recherche et surtout imprégnée de pluridisciplinarité sur la question des sols, avec à la fois les acteurs de l'économie, de l'aménagement, du droit et de l'agropédologie. Et une deuxième mission, les trois sont complètement complémentaires, puisque la deuxième va être appuyée, informée par l'expertise de la chaire transition foncière qu'on a avec l'Institut CDC pour la recherche, l'école d'architecture de Paris-Est et puis le IVP. Et donc qui va appuyer une activité de développement d'outils, une activité que j'appelle souvent de four à pain pour la filière, où on va élaborer les standards, les modèles manquants en matière de transition foncière. Et tout cela va permettre de nourrir et d'asseoir, de fonder de façon concrète et opérationnelle un plaidoyer pour des politiques publiques qui prennent en compte davantage les sols et la sobriété foncière, et pour voilà, une dynamique plus intégrée, plus interministérielle, plus, comment dire, On a pour une plus heure et demie, hein. transversale. Pardon, il y a un micro qui est ouvert. Plus transversale en matière de
Voilà, pardon. Donc voilà nos trois métiers. Donc on a ce pôle outils et études, hein, dans le cadre duquel eh bien, sortent les travaux, d'autres travaux dont vous avez pu avoir connaissance. On a un modèle économique de financement de la sobriété foncière, un bonus-malus qui est sorti. On a un modèle technique de renaturation, le référentiel renaturation, hein, avec le soutien de l'ADEME qui a été présenté le mois dernier. Et c'est dans le cadre de l'ensemble de ces travaux que on a souhaité ouvrir un chantier donc très large et collectif autour de la question de l'excavation, puisque, et je m'arrêterai là, et je laisserai la parole à Mathieu et puis à Zilis ensuite pour vous en dire bien davantage, puisque sur les grandes transformations qu'on peut opérer sur le sol, il y a évidemment l'artificialisation, et c'est le sujet qui a été traité par le modèle économique du bilan de transition foncière, par le référentiel de renaturation. Et puis, à côté de l'artificialisation, il y a l'excavation, les deux étant complètement dépendantes l'une de l'autre. Et donc, c'est sur cette deuxième aujourd'hui qu'on a souhaité travailler en y appliquant un principe qu'on va retrouver au cœur de tous nos outils, qui est d'essayer d'appliquer cette séquence éviter, réduire, réparer ou éviter, réduire, valoriser dans le cadre de la méthode GTEx, et donc qu'on applique cette séquence d'évitement, de réduction et de valorisation, cette fois-ci aux terres urbaines excavées. Merci beaucoup, Jean, pour cette introduction. Je vais donc, comme tu l'as dit, passer la parole à Mathieu, qui va donc directeur de l'ENPA Paris-Est et ingénieur paysagiste et urbaniste, qui va pouvoir nous refaire une mise en contexte et une perspective un peu historique de ce sujet de gestion des sols, perception des sols et gestion des terres excavées. Mathieu, je te laisse activer ton micro et prendre la parole. Merci Azilis et merci Jean pour l'introduction qui rappelle effectivement cet enjeu d'avoir un institut couplé à une chaire de recherche puisque tous les enjeux opérationnels dont Jean a parlé, on les prolonge dans la chaire, on les questionne, on produit de la connaissance et cette connaissance ruisselle après sur tous les adhérents de l'institut sous la format de journée d'études ou même dans les prochains sur les outils opérationnels qui sont développés. Donc moi je vais être 10 minutes là avec vous pour vous rappeler deux, trois points sur le sol et vous parler d'une expérimentation aussi menée sur les terres excavées que l'on a menée entre 2021 et 2025. Donc ça s'est terminé il n'y a pas longtemps au sein d'Atelier Georges, puisque je suis un des associés d'Atelier Georges, qui est une agence d'architecture, d'urbanisme et de paysage. Alors ce que je voulais vous dire en introduction, c'était un peu quelques grands chiffres. Donc on sait aujourd'hui qu'à peu près 50% de la biomasse terrestre, elle est dans les sols. On sait que voilà, on est à peu près autour de 115 000 espèces dans la vie organique des sols, donc ce qui est énorme comparé aux 6 500 plantes que l'on connaît aujourd'hui ou les 570 espèces d'oiseaux que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça permet d'avoir un rapport d'échelle hein, et qu'au final, j'aime bien cette citation de Marc-André Sellos hein, qui nous dit que le sol représente le principal écosystème. Et nous, on vit en fait en périphérie du sol. Tout se passe dans le sol. Et nous, on est une infime petite partie en sa périphérie. Et donc, ça nous pousse un peu à l'humilité par rapport à cet objet sol qui, dès les premiers traités d'architecture et d'art des jardins, hein, faisait partie de la connaissance des concepteurs, puisque je rappelle un des traités au milieu du XVe siècle, donc d'Alberti, qui nous recommandait en tant qu'architecte de fonder son bâtiment avec le sol et pas sur un sol. Donc avec cette connaissance préalable des natures de sol sur laquelle on construit, ou un autre paysagiste, lui plutôt au milieu du XVIIe siècle, hein, Jacques Boisseau, qui lui parlait des traités des jardins, dans son traité des jardins, parlait vraiment de cette nécessité de comprendre à la fois le contexte et le substrat, avec première approche, on va dire, comme le sol comme écosystème dépendant d'un contexte urbain, naturel, agricole. Et donc, depuis ces premiers traités, donc quand même 15e siècle, 17e siècle, la connaissance s'est énormément développée, la connaissance des sols, que ce soit côté chimique, vie des sols, biologique, mais aussi social, environnemental, en lien notamment avec le développement de la pédologie, voilà, qui est une discipline qui s'est créée, qui s'est développée. Et donc, cette connaissance, elle continue à se développer et à se diffuser. En revanche, c'est quand même notre grand paradoxe aujourd'hui, le sol, il est quand même relayé
dans le domaine de l'aménagement, de la transformation de l'espace, à quelque chose de quand même plus comme une surface foncière, un terrain voilà, sur lequel construire. Et donc ce paradoxe, il résulte d'une culture théorique et d'outils opérationnels qui sont toujours fondés sur cette représentation d'un sol comme une ligne, comme une séparation entre deux mondes. Et donc même tout l'urbanisme réglementaire, hein, il a été conçu avec ce sol comme surface, comme sol foncier. Et donc, un des premiers apports que je voudrais vous faire là, dans ces 10 minutes, c'est peut-être regarder ce qu'on pourrait définir comme nouvelle représentation des sols, comment passer d'un sol voilà, unidimensionnel à un sol multidimensionnel. Et donc, ça sera ma première slide, si tu veux bien, Azilis, qui est un peu une approche que l'on a menée dans le cadre des travaux de l'agence et qui sont issus d'un article de recherche que l'on a publié au sein de la revue Projet de paysage. Donc on a fait en fait un travail d'analyse de comment le sol aujourd'hui il est présent dans tous nos projets de transformation de l'espace, architectural, urbain ou paysage. Donc le sol tel que pris dans la chaîne de construction, de transformation de l'espace, ça résulte d'un droit d'usage, d'un droit de propriété. Donc on connaît le droit de propriété en France et toute sa valeur donnée depuis la Révolution française. Et donc ce rapport entre droit de propriété, qui donne énormément de pouvoir, et le droit d'usage, donc défini par la réglementation, la combinaison des deux, ça donne le prix. Et donc aujourd'hui, les sols, il est prévu, il est abordé comme cette tension entre droit d'usage, droit de propriété et ce prix. Donc c'est un peu ce qu'on appelle le sol foncier. En représentation mentale, on va dire que c'est un triangle. Et tout se joue sur ces sujets-là. Comment on arrive à développer suffisamment d'usage pour que acquérir le droit de propriété de ce terrain au bon prix pour permettre de développer le projet et que tout le monde puisse se rémunérer les uns les autres dans leurs honoraires, tous les métiers qui s'enchaînent. Et donc cette représentation-là, c'est celle qu'on hérite de la modernité, hein, de l'après-guerre. Et donc aujourd'hui, avec toutes les connaissances nouvelles, on a voulu essayer de travailler sur cette représentation de triangle, à cette représentation d'étoile, puisqu'on connaît maintenant différents rapports scientifiques à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, le GISOL notamment, qui font état de ce qu'on peut résumer, nous, à 6 fonctions écologiques des sols. On s'aperçoit qu'un sol, ça décarbone, ça capte le carbone exactement, ça stocke le carbone, ça a des qualités agronomiques, c'est une ressource de matériaux pour construire, ça filtre la pollution, un sol vivant aujourd'hui décompose, après sur des très grandes durées, hein, mais ça décompose des polymères polluants par exemple, ça stocke et ça gère l'eau, et c'est aussi une réserve de biodiversité. Donc ces 6 fonctions écologiques, c'est celles qu'il faut que l'on ait quand on parle de sol. Donc lesquelles sont fonctionnelles. Il y a des situations, des sols sur lesquels construire, ces fonctions écologiques sont fonctionnelles, ça marche, le sol est épais, vivant, il arrive à bien filtrer l'eau, il stocke énormément de carbone par sa vie de sol, il a des belles qualités, même en termes de matériaux, de tel ou tel matériau. Et on a certaines situations urbaines où les sols, certaines de ces fonctions sont dégradées. Et donc, pour les connaître, il faut qu'on développe nos différents outils de connaissance des sols pour qu'on puisse connaître un peu la mesure de chacune des fonctions pour savoir où on en est aujourd'hui, et qu'un projet urbain, un projet d'aménagement peut très bien réparer, peut très bien développer un projet qui refonctionnalise certaines fonctions écologiques de sol. Ce n'est pas du tout incompatible, et le projet n'est pas là que pour dégrader ou éloigner d'un état antérieur idyllique un sol, mais là aussi pour transformer. Et on a des techniques aujourd'hui pour relancer des cycles de fertilité dans les sols, relancer des cycles de production de biomasse et ainsi de suite. Donc sur ces 6 fonctions écologiques, ça re-questionne forcément le droit de propriété, ça re-questionne le droit d'usage, ça re-questionne le prix. Et donc, on a préféré parler de ce qu'on appelle le faisceau de droit, c'est-à-dire que tout le travail sur les communs qui a été mené pour déconstruire le droit de propriété, tout ce qui est démembrement du droit de propriété, on voit un peu aujourd'hui les OFS, les BRS qui sont issus de ces travaux-là, mais on peut très bien imaginer différents droits associés à un sol, comme il se passait avant la Révolution. Tout ça a été aboli, mais c'est des sujets quand même qui sont intéressants. Donc on pourrait, dans cette nouvelle représentation du sol, parler de faisceau de droit, avoir le droit de chasse, de récolter du petit bois dans une forêt, ou d'usage, voilà, en tout cas pas sur toute l'année, mais sur certaines périodes de l'année, ou des choses comme ça. On pourrait réintéresser ce faisceau de droit sur les sols. Et de la même manière, on peut plus parler de valeur,
que de prix pour savoir, voilà, le prix, c'est une valeur économique dans un certain schéma et on peut avoir d'autres types de valeurs aussi qu'on pourrait redéfinir. Donc ça, on va dire, c'est cet effort de nouvelle représentation, passer d'un sol à 3 dimensions en triangle à un sol en 8 dimensions avec cette vision d'étoile. Donc ça, souvent, nous, quand on est face à des élus, des collectivités, des projets, des différents opérateurs, au début, on a beaucoup d'ambition pour aller sur cette valeur sol, voilà, un petit peu différente et ses fonctions écologiques, mais les outils que l'on a, c'est celles qui remettent le sol dans un prix, un droit de propriété, un droit d'usage. Donc c'est les outils, c'est le triangle et on va dire la volonté un peu partagée, c'est d'aller vers le sol vivant, cette étoile. Un projet que je voulais voilà, vous décliner pour illustrer un peu cette approche qu'on a menée de 2021 à 2025. Donc, c'est la ZAC, c'est une zone d'aménagement concerté du champ de manœuvre. Donc, c'est la ville de Nantes qui a confié à Nantes Métropole Aménagement 50 hectares. Un projet, donc c'est une caserne militaire qui était rendu à sa vie, on va dire, non anthropique. Donc, c'était développer une forêt, différents écosystèmes sur des bases très anthropisées. Hein, mais voilà, c'est développer tout ça. Ces 50 hectares, on a fait avant le grand schéma directeur une analyse approfondie des sols. Alors c'est ce qui se passe en général. Hein. On a beaucoup de carottage, de missions, de connaissances des sols pour savoir un peu bien négocier au juste prix, savoir la qualité sanitaire, savoir les qualités hydromorphologiques des sols pour savoir adapter un peu les choses. Et définir un peu la gestion du sol dans le poids de l'équilibre économique général de l'opération d'aménagement, mais on a essayé d'aller un petit peu plus loin, et notamment une première approche sur les sols qui ont on va dire une fonction écologique de gestion de l'eau. On est dans une zone humide, une grande zone qui pouvait être utile à l'ensemble de la collectivité, reliée notamment à la vallée de l'Erdre, et donc sur les 50 hectares, ont été sanctuarisés 23 hectares qui ont une fonction écologique assez forte. Et donc ça a été le premier acte. Le deuxième acte, ça a été sur le reste, donc l'endroit où on allait construire, l'endroit où on allait bâtir, l'endroit où on allait définir les espaces publics minéraux, mais les routes, les voiries, donc tout ce qui allait être le cœur de l'excavation future. Là, c'est toujours un peu pareil. Donc, le sol, il est à la fois considéré comme un déchet, mais en même temps, ça peut être une ressource. Et là, on avait fait un petit calcul très simple qu'on a démontré à l'aménageur, c'est-à-dire que le circuit habituel de la terre végétale dans le projet d'aménagement, c'est souvent un décapage, évacuation. On avait estimé à l'époque autour de 5 € du mètre cube. Donc le sol va vivre sa vie ailleurs, voilà. Et ensuite, à un autre moment du projet, souvent les opérateurs des différents îlots, mais celui qui gère les espaces publics, font appel à la terre végétale qu'on achète, qu'on récupère d'ailleurs, voilà, et on avait estimé autour de 20 € du mètre cube. Donc au final, on avait un coût du circuit total entre l'excavation et l'achat de terre végétale était autour de 25 € du mètre cube. Et donc là, on a proposé de faire une convention entre l'aménageur et les différents promoteurs. Donc on a eu 6 lots privés qui ont joué le jeu et tous les espaces publics. Une convention qui garantissait un prix du sol garanti par l'aménageur et une qualité du sol garantie par l'aménageur aussi à autour de 15 € du mètre cube, ce qui faisait une économie générale de 10 € du mètre cube. Et donc là, on a eu 5200 mètres cubes qui ont réussi à être économisés, c'est-à-dire on a excavé pour pouvoir bâtir, on a stocké sur place, c'est un grand site, on a pu stocker sur place. Donc la question du stockage qui est au cœur du sujet, de la temporalité du stockage, le bon stockage au bon moment, c'est le cœur du sujet. On a pu réussir à stocker sur place, donc c'était un coût de 5 € du mètre cube. C'était des andins à peu près de 2,50 m de haut, avec un travail sur la fertilisation, avec un semis, certains engrais azotés, avec une perméabilité aussi qui a été travaillée pour pouvoir que ce stockage, ça soit bénéfique pour le sol. Et ensuite, ce stock a été repris et redéplacé dans les différentes opérations d'aménagement au sein de la ZAC. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était 6 lots privés qui ont été concernés et l'ensemble des espaces publics. Et donc, cette reprise de stock, ce déplacement léger, ça nous a coûté à peu près, en tout cas dans l'équilibre, autour de 5 € du mètre cube. Donc, au total, on était sur un prix plus économique dans ce qu'on a appelé, nous, ce circuit court du sol. Donc voilà, c'était ma petite introduction pour sans doute mettre des ingrédients sur les différents retours d'expérience que vous aurez par la suite. En tout cas, nous, au sein de l'Institut et à la chaire,
on est là pour développer et aller un peu plus loin sur les différents types de projets. Donc, j'espère que cette petite introduction vous a été bénéfique. Et donc, je relaisse la parole donc, je crois que c'est Asilis qui reprend pour rythmer tout ça. Merci. Exactement. Merci beaucoup Mathieu pour cette introduction qui permet un peu de remettre en contexte le moment où on a commencé à aborder justement les sols comme bien commun et aussi comment mieux le considérer actuellement dans les projets. Donc, effectivement, moi, je ne me suis pas présentée, mais je suis Asilis Ba, chef de projet études et outils à l'Institut de la transition foncière. Donc, c'est moi qui ai piloté justement le développement de cette boîte à outils de gestion circulaire des terres excavées. Donc, comme je le disais, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur le sujet. Et donc, j'avais envie de rappeler d'abord pourquoi s'attaquer à ce sujet-là. Il faut savoir que les terres excavées, ça représente un volume extrêmement important en France. C'est plus de 130 millions de tonnes de terres qui sont excavées chaque année, qui représentent à peu près 70% des déchets du BTP. Les déchets du BTP représentent eux-mêmes 70% des déchets totaux français. Donc, on est en fait sur un déchet qui représente plus de 50% du total des déchets produits en France. Donc, un volume énorme. Donc, là où les terres excavées peuvent paraître un sujet un peu à la marge, un sujet un peu technique, finalement, c'est un sujet majeur en fait, on met, nous, au centre de la table en termes de gestion des sols, puisqu'on se rend compte de l'ampleur que ça prend, à la fois pour tout ce qui est excavation, donc déstructuration du sol en place, mais aussi tout ce qui est flux de transport de ces terres excavées vers des lieux de stockage des terres, et donc tous ces flux de camions voilà, qui sont générés par cette activité. Donc, d'un autre côté, comme le disait Mathieu, souvent on excave donc à la fois pour construire, mais aussi pour végétaliser. On a tendance à enlever la terre qui est en place pour apporter de la terre végétale normée avec les caractéristiques du marché, et donc à apporter une terre végétale qui a été finalement décapée sur des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, c'est un petit peu ce paradoxe. On se rend compte qu'on enlève de la terre, de l'espace urbain pour en apporter qui vient des milieux plus ruraux et des espaces naturels et agricoles. Et c'est contre ce mouvement linéaire que nous, on veut se situer pour se demander comment introduire une notion circulaire de réutilisation des terres excavées urbaines pour les projets de renaturation en milieu urbain, en évitant d'affecter le métabolisme agricole et donc en évitant en fait le décapage des terres agricoles et l'extension urbaine, parce que ce décapage des terres agricoles, cette existence de la terre végétale, elle est possible que parce qu'on est dans un monde d'artificialisation des sols où on décape des terres agricoles et naturelles. Donc pour ça, on a défini plusieurs enjeux pour le projet. Le premier enjeu, c'est d'éviter l'excavation dans un premier temps. Le deuxième enjeu, c'est j'ai un problème avec les slides. Oui, voilà. Le deuxième enjeu, c'est de réemployer, valoriser sur site. Donc, utiliser les terres qui ont été excavées sur site, dont on n'a pas pu éviter l'excavation pour X ou Y raison, notamment pour des questions de fondation, par exemple, mais au moins étudier leur qualité fonctionnelle, leur santé et ce qu'on peut faire, leur potentiel, pour justement essayer de les revaloriser pour les espaces naturels du site, les espaces végétaux, paysagers, et dans un troisième temps, et seulement en dernier temps, évacuer les terres excavées justement vers des lieux de stockage dédiés, par exemple lorsqu'elles sont polluées ou lorsqu'elles n'ont pas pu être valorisées sur site ou sur un chantier à proximité. Pour donner un petit peu le périmètre du projet, on a choisi de se concentrer sur le milieu urbain. Donc, quand on dit milieu urbain, on parle un peu de l'enveloppe urbaine au sens large. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on excave sur les sols naturels ou agricoles, on a justement déjà le réflexe de vendre cette terre sous forme de terre végétale classique, ce qu'on peut appeler la terre végétale classique. Donc là, on vient vraiment questionner plutôt la réutilisation des sols qui ont déjà subi des modifications au cours du temps parce qu'ils sont situés dans les espaces urbains. Donc, qui ont pu accueillir, par exemple, des industries ou faire déjà l'objet de différents types de remblais. Par contre, pour la réutilisation, on s'intéresse principalement aux sols non pollués parce qu'on n'a pas envie non plus de diffuser de la pollution par la réutilisation des terres excavées. Donc, avant toute chose, un réflexe à avoir, mais que je pense les professionnels justement de l'aménagement ont, c'est de vérifier la pollution des sols et ça reste un prérequis avant toute politique de réemploi ou réutilisation. Et enfin, nous, on a choisi dans ce projet d'introduire une nouvelle notion, donc que je définis tout de suite parce que vous allez en entendre parler pendant la suite de la présentation, qui est celle de valorisation fonctionnelle. C'est-à-dire que pour l'instant,
quand on parle de valorisation des terres excavées, on inclut à la fois la valorisation en remblaiement de carrière, donc pour grossièrement, je dirais, boucher des trous qu'on a créés par ailleurs pour d'autres raisons, et la valorisation en sol vivant, pour planter des végétaux. On les met sur le même niveau. Et nous, notre idée, c'est de dire que quand même, une valorisation des terres excavées en tant que milieu vivant, donc considérer que c'est un sol vivant à la base et que ça doit le rester, c'est plus valorisable d'un point de vue échelle de gestion des terres excavées. Pour parler des objectifs du projet, nos ambitions, c'est à la fois du coup de limiter l'utilisation systématique de terres végétales issues des milieux naturels et agricoles, de favoriser la réutilisation des terres excavées sur place en anticipant leur gestion et en anticipant cet enjeu dès les phases de conception du projet, notamment grâce à une meilleure connaissance des sols qui permet de faire des choix par rapport au projet, et enfin de diminuer l'impact environnemental de la gestion des terres excavées, à la fois en évitant l'excavation et du coup en évitant de sortir les terres excavées du périmètre où elles ont été justement excavées. Par rapport aux moyens qu'on s'est donnés pour atteindre ces objectifs, on souhaite faciliter la transition vers cette gestion circulaire et on s'est rendu compte, j'aurai l'occasion d'en reparler, qu'il y a de nombreux freins qui sont plutôt liés à la connaissance par rapport à ce que sont les terres excavées, aux mécanismes, à la réglementation, et donc un petit peu faciliter ce passage à l'échelle en aidant à une montée en compétences et une prise en main de ce sujet par l'ensemble des acteurs concernés par la chaîne de l'aménagement. Et on a aussi voulu outiller ces différents acteurs pour faciliter les choses, donc en mettant à disposition de nos adhérents une boîte à outils qui puisse les aider dans cette démarche. Donc par rapport au public cible, comme je le disais, il est finalement très large dans le sens où la chaîne de l'aménagement concerne de très nombreux acteurs, notamment tout ce qui est collectivité secteur public, donc avec les collectivités territoriales et l'État, parce qu'ils sont prescripteurs, parce qu'ils peuvent soutenir, avoir des exigences et innover, soutenir l'innovation par rapport à la gestion circulaire des terres excavées, en faisant notamment attention à ce qui est écrit dans leur cahier des charges, aux clauses qui sont inscrites, au fait de pouvoir mettre des bonifications s'il y a une gestion circulaire des terres excavées qui est prévue, et également pour faire évoluer les documents réglementaires, les documents d'urbanisme, par exemple les règlements de voirie, pour notamment le réemploi des terres excavées, pour tout ce qui est entretien et maintenance de réseau. C'est un sujet qu'on a aussi pu aborder. Justement, pour faire le lien, on s'adresse également aux opérateurs d'infrastructures et de réseaux, qui sont finalement des acteurs qui vont beaucoup être concernés par le fait de devoir creuser pour justement créer de nouveaux réseaux et les maintenir, et donc qui vont être concernés par cette question du réemploi et de limiter les flux de terre sur le territoire. Et enfin, on s'adresse également aux opérateurs de la transformation urbaine et aux bureaux d'études pour qu'ils intègrent ces pratiques dans leur quotidien et qu'ils incitent justement les autres acteurs avec lesquels ils travaillent à également les intégrer et à avoir une réflexion globale et holistique tout au long du projet sur l'évitement et la gestion circulaire des terres excavées. Une autre cible que j'ai pas mise, mais qui est un acteur auquel on a pensé tout au long de ce projet, c'est les universitaires et tout ce qui va être lié à la connaissance des sols. Mieux on connaît les connaissances, mieux on a une connaissance des sols pour les projets, au mieux on peut aussi la transmettre aux universitaires pour avoir une meilleure connaissance des sols globales au niveau français, à la fois de la qualité et de la santé de nos sols, ce qui s'inscrit aussi dans le mouvement européen avec la directive européenne sur la résilience des sols et la surveillance des sols. Donc, ça, ce sont les objectifs du projet. Et pour le déroulé du projet, comme je le disais, c'est un projet qui a été lancé il y a 1 an, donc en juin 2025. On a fait un cadrage et on a mobilisé différents partenaires autour de nous. Donc, je les ai cités en début de webinaire. On a 3 énergéticiens, Enedis, RTE et GRDF, qui sont concernés surtout par l'évitement de l'excavation et le réemploi, donc la réutilisation sur site des excavats. On a également un aménageur, ICAD. On a une autre association qui est à nos côtés, le cluster Au Milieu Sol Île-de-France, qui travaille à l'échelle de l'Île-de-France pour accompagner les collectivités territoriales dans la mise en place justement d'une gestion circulaire des terres excavées sur leur territoire. Et on a EOD, qui est un bureau d'études spécialisé, un bureau d'études qui a une branche spécialisée pôle vivant, qui a pu donc nous apporter un soutien aussi technique sur tout ce qui est question de diagnostic des sols notamment et de revalorisation des terres excavées.
On a aussi consulté énormément de monde au cours de ce projet et on a eu une large participation. Donc, je remercie aussi, c'est l'occasion de remercier tous les participants et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en entretien au cours de cette année écoulée. On a pu faire 3 groupes de travail donc, qui ont réuni à peu près une trentaine de structures, des structures qui représentent à peu près tous les collèges de l'Institut, avec à la fois des entreprises, des associations, notamment des représentants de la société civile et des associations environnementales, mais aussi les associations plus côté travaux publics, du secteur public avec des collectivités, notamment collectivités territoriales, mais aussi opérateurs de l'État avec le BRGM, qu'on a eu le plaisir d'accueillir à ces groupes de travail, et des acteurs de la recherche avec justement des chercheurs spécialisés dans ces domaines. J'ai pu co-animer un 4e groupe de travail, donc qui n'était pas dans le cadre de ce projet en soi, mais qui a été organisé avec le collectif de recherche CITER 2, donc qui travaille justement sur la reconstitution de sol à partir de terres excavées et avec qui on a pu co-animer un atelier spécifiquement dédié à l'adaptation des cahiers des charges pour avoir des clauses qui permettent d'utiliser des terres excavées ou des alternatives à la terre végétale créées à base de terres excavées. En plus de ça, donc on a eu différents entretiens. Donc, je ne vais pas faire toute la liste, mais avec à nouveau une diversité d'acteurs pour avoir une diversité aussi de points de vue et s'assurer d'obtenir un guide qui puisse faire un condensé de ces points de vue et donc avoir une représentativité par rapport à ce qui est exprimé. Donc, en parlant du guide, justement, ce guide, il a une première partie où on fait un état des lieux et une identification des freins actuels au développement d'une gestion circulaire des terres excavées. On parle notamment donc, des blocages. Les blocages, ça peut être à la fois des freins techniques, donc qu'est-ce qu'on sait faire, est-ce qu'on a le matériel pour, des freins opérationnels, d'un point de vue plus organisation, des freins économiques par rapport à la viabilité du modèle et ce que ça implique. Mais comme l'a montré Mathieu dans son exemple en introduction, on voit qu'il peut y avoir des avantages financiers à réutiliser les terres excavées. Et enfin, des freins juridiques par rapport à ce qui est autorisé légalement, et notamment parfois par rapport à une complexité perçue de la loi à ce sujet. Donc, ce qu'on a pu apporter, nous, c'est par exemple d'avoir toute une partie avec des questions juridiques sous forme de questions-réponses, justement pour s'approprier facilement le cadre réglementaire autour de la gestion des terres excavées. Donc, on a aussi, par rapport au modèle économique, fait une petite analyse du modèle économique actuel et justement des alternatives qui peuvent exister. Et enfin, on a choisi de définir, on a défini certains concepts liés aux terres excavées pour avoir des standards communs, parce qu'on se rend compte que comme c'est un sujet émergent, on peut avoir une diversité de dénominations, rien que pour nommer le produit en fait issu de la valorisation des terres excavées pour les utiliser en alternative à la terre végétale. Juste sur ce sujet, on a une diversité de termes qui sont utilisés en fonction des acteurs et en fonction des entreprises aussi qui se sont positionnées sur le sujet. Donc, on a choisi de proposer en tout cas des standards communs qui peuvent permettre aux différents acteurs autour de la table de parler le même langage et de se comprendre. Donc, finalement, ce guide, on l'a conçu comme un outil de montée en compétences sur le sujet et comme un support de discussion entre les différents acteurs d'un projet d'aménagement autour de cet enjeu des terres excavées. Le guide contient également 75 recommandations, donc qui sont à la fois des recommandations de connaissances, des recommandations opérationnelles et des recommandations de gouvernance, comment s'associer entre acteurs. On a également des recommandations juridiques et réglementaires qui là vont plus être destinées aux acteurs publics, puisque d'un point de vue juridique, on s'attache à la fois à donner des indications par rapport au niveau étatique, au niveau législatif, mais ça va jusqu'au règlement de voirie. Donc finalement, on a tout le millefeuille français qui se retrouve dans ces recommandations. Donc, pour vous donner un petit peu des exemples de recommandations pour être un peu plus concret, peut-être, par exemple, au niveau de la connaissance, on recommande de généraliser des diagnostics de qualité et de santé des sols dès qu'il est prévu d'avoir une végétalisation ou une partie du projet qui soit en renaturation pour aider à la prise de décision, notamment sur comment positionner le bâti sur une parcelle, éviter de cette façon l'excavation, voir si des terres sont en fait en suffisamment bon état à l'origine pour renaturer, réemployer sur site ou s'il faut exporter ou traiter les terres excavées. On a également des recommandations liées à la gouvernance, avec le fait de systématiser, le fait d'avoir un schéma directeur de gestion des terres. Donc ça, c'est déjà une pratique qui est fréquemment mise en œuvre, mais qui détaille les mesures à suivre
pour chacune des catégories de terres qui ont été identifiées grâce au diagnostic, pour que ce soit un schéma qui soit partagé entre tous les acteurs et qui permette de ne pas avoir de mélange de terres en fonction des différentes qualités de terre qu'on a sur une parcelle. On a également des recommandations par rapport au partage, à la gouvernance, mais plutôt l'action publique, avec notamment le fait d'avoir des chartes économie circulaire pour les collectivités. Elles ont souvent des plans climat, air, énergie territoriaux qui adressent l'ensemble des enjeux environnementaux. Et l'idée, c'est que cet enjeu terre excavée, parce qu'il est majeur en France, comme je le disais tout à l'heure, ça représente le principal déchet produit en France, qu'en fait, il soit inclus dans les chartes économie circulaire de la collectivité pour justement que ce ne soit pas un impensé de cette stratégie. Et enfin, on va avoir des recommandations législatives, notamment sur la notion de réemploi. Là, c'est justement un exemple de quand les termes peuvent être un peu flous finalement. Quand on parle de réemploi, on veut dire qu'on réutilise une terre excavée telle qu'elle sur le site où elle a été excavée sans qu'elle sorte du site. La notion de site, par contre, est assez floue. Est-ce que le site, ça peut être, par exemple, sur un chantier de réseau, jusqu'à 100 mètres plus loin, le lieu de stockage? Est-ce que le lieu de stockage fait bien partie du site, puisqu'il peut être à 100 mètres du lieu d'excavation? En fait, cette notion de site, on s'est rendu compte au cours des nombreux échanges qu'on a pu avoir qu'elle posait question, parce qu'à partir de quel moment on prend le statut de déchet dès qu'on sort du site? Donc, en fait, venir la préciser pourrait être intéressant. Et on a fait aussi des propositions en ce sens. Donc voilà, c'est pour donner quelques exemples du détail du guide qu'on a pu faire. Par la suite, on a aussi produit en parallèle une boîte à outils avec notamment des recommandations donc il y a 7 outils dans cette boîte à outils. Donc le premier, c'est des recommandations pour rédiger les cahiers des charges. Donc où on met un petit peu tout ce qu'il faut avoir en tête pour rédiger un cahier des charges qui permette la valorisation des terres excavées à des fins de renaturation. Et donc on renvoie aussi vers des ressources existantes qui existent déjà justement sur ce sujet pour éviter de faire doublon avec l'existant. L'idée, c'est de centraliser l'information pour faciliter sa prise en main. On a un deuxième outil qui concerne une méthodologie de diagnostic de qualité des sols. Donc, c'est un exemple. Il y a une variété de bureaux d'études qui existent en France et qui proposent des diagnostics de qualité des sols. Mais pour des acteurs qui ne savent pas forcément quelle forme ça prend, et on détaille les différents types de diagnostics des sols qui existent dans le guide, ça peut permettre d'avoir une idée en tête de ce qu'ils peuvent demander à un bureau d'études et ce à quoi ça doit ressembler. On a un troisième outil qui concerne les méthodologies de valorisation des terres excavées. Donc, comment les transformer en alternative à la terre végétale. Là, c'est pareil, c'est une proposition de notre bureau d'études qui était en mécénat de compétences EOD, donc qui peut être utilisée à titre d'exemple par rapport pour savoir comment, en fait, on fait une terre végétale, une terre qui peut être utilisée en substrat pour la végétalisation à partir de terres excavées. Voilà, donc pareil dans cette idée de monter en compétences. On a un quatrième outil qui est un outil de mesure des impacts évités grâce à cette gestion des terres excavées, donc à la fois qui permet de valoriser à la fois l'évitement de l'excavation et la gestion circulaire. Donc cet outil, il va donner des résultats en termes de bilan matière, mais aussi en termes de bilan gaz à effet de serre, justement sur les émissions de gaz à effet de serre évitées et les volumes de terre évités. Donc il peut être utilisé soit comme un outil d'aide à la décision pour choisir, faire un choix entre 2 projets différents, soit après le projet, justement pour valoriser toutes les mesures qui ont été mises en œuvre. Il y a la possibilité sur cet outil externe d'exporter le résultat en PDF pour le transmettre facilement à ses collaborateurs. Je vais passer rapidement sur les 3 derniers outils. On a des propositions d'exemples d'affichage pédagogique, notamment à destination des riverains, pour expliquer par exemple quand on stocke de la terre, pour quelles raisons et quels sont les bénéfices environnementaux. On a également proposé une méthodologie d'identification du foncier pour le stockage temporaire, par exemple pour mobiliser des friches ou des terrains qui n'ont pas pour l'instant d'utilité ou dont le projet va commencer 1 an plus tard, par exemple. On peut avoir utilisé une convention d'occupation temporaire. Donc justement, on a fourni un modèle de convention type qui peut également être mobilisé. Donc voilà, ça vous donne une idée des 7 outils que nous proposons. Justement, et qui sont disponibles donc, pour nos adhérents sur les SAF adhérents, sachant que le guide, par contre, sera accessible à tous sur notre site gratuitement
Et c'est vraiment un outil qu'on met au service de l'intérêt général. Voilà, donc c'était pour la présentation de tout ce qui a pu être fait dans le cadre de ce projet. Et maintenant, je vais laisser la parole à nos partenaires qui sont aussi intéressants pour dire pourquoi ils ont voulu soutenir ce projet et les démarches qu'eux-mêmes mettent déjà en œuvre et justement comment les livrables qui sont ressortis de ce projet va les aider à pouvoir aller plus loin. Et donc, je vais laisser la parole en premier à GRDF. Je vous laisse activer votre micro pour apporter un témoignage sur voilà, votre soutien au projet. Bonjour à tous, merci Azilis. Vous m'entendez bien? Oui. Alors du coup, dans un premier temps, je tenais à présenter du coup l'entreprise GRDF. GRDF, c'est le premier distributeur de gaz en Europe. On exploite à peu près 207 000 km de réseau en France et on est présent dans un peu plus de 9 500 communes. Depuis 2024, on a un projet d'entreprise qui est en place dans l'entreprise, qui s'appelle Mission Décarbonation. Un des objectifs de ce projet d'entreprise, c'est de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans ce cadre, les travaux réseau, forcément, ça a un impact assez conséquent sur cet enjeu. Donc, les travaux réseau, ça représente à peu près 13% du bilan carbone de GRDF. Et donc l'objectif, c'est de réduire un petit peu cette part de bilan carbone dans le cadre de plusieurs actions. Donc on a déjà mis en place par le passé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on a testé déjà on a testé et mis en place des pratiques, notamment d'intervention sur nos réseaux, sur la partie renouvellement de réseau. Donc la technique du tubage, ça consiste à utiliser le réseau existant et d'implanter notre nouvelle canalisation à l'intérieur. Donc ça, le gain qui est généré, en fait, c'est la réduction du terrassement par le fait de réutiliser ces canalisations existantes en fourreau. Et depuis quelques temps, on teste aussi le réemploi des terres excavées. Donc là, plutôt en milieu rural, dans ces premiers tests, sur la technique de l'enrubanage. Donc on a un réseau qui est revêtu d'une feutrine et qui nous permet de réutiliser les terres excavées. Donc typiquement le réemploi des terres qu'on voyait juste avant dans les plantations. Et qu'on souhaite étendre du coup sur le secteur urbain. Donc voilà, c'est aussi l'objectif et pourquoi GRDF est associé à cette démarche. Et donc dans ce cadre-là, on souhaite aussi effectivement profiter des apports de l'ITF dans le cadre de son rapport et des outils aussi qui sont mis à disposition, à la fois pour accompagner les collectivités dans lesquelles nos réseaux sont présents, puisqu'effectivement on a quelques freins dans le déploiement de cette technique dans le cadre des milieux urbains. Donc notamment c'est les règlements de voirie, voilà, qui freinent l'utilisation de cette technique. C'est bien entendu le stockage des terres sur des secteurs urbains denses qui représente aussi un frein, l'acceptabilité aussi des collectivités ou des gestionnaires de voirie. Et bien évidemment, les riverains aussi qui sont associés à cette démarche, leur acceptabilité aussi sur des zones de stockage qui seraient à proximité de leur lieu de résidence. Et tout ça, effectivement, le cadre de cette étude, on souhaite que ça fasse avancer un petit peu cette démarche vis-à-vis de l'approche qu'on peut avoir au niveau. Oui, il y a un micro qui est ouvert, pardon. Donc au niveau de ces collectivités. Et du coup, voilà, on s'inscrit pleinement dans la démarche qui est décrite par ETF. Et on souhaite contribuer aussi davantage sur la phase de test par la suite pour continuer dans cette démarche et voir comment on peut poursuivre cette expérimentation. Merci beaucoup Damien Voilà, pour cette Azilis. présentation. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à RTE pour aussi s'exprimer sur leur implication dans ce projet. Bonjour Azilis, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien.
Alors, côté RTE, on voulait remercier l'Institut de la transition foncière. De notre côté, on a souhaité participer à l'élaboration de ce guide afin d'avoir un état des lieux de la gestion circulaire des terres, ou pour le moment encore faiblement circulaire des terres, qui soit partagé par tous, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, entreprises et collectivités, et qu'on puisse trouver ensemble des solutions qui fassent consensus et qui soient reproductibles. Côté RTE, on a voulu s'inscrire dans cette démarche aussi parce que finalement, plus de 80% des déchets qu'on produit aujourd'hui sont des terres excavées. RTE doit aujourd'hui investir massivement dans son réseau pour le développer et le renouveler. Si on reste dans notre modèle actuel linéaire, la production de déblais va fortement s'accroître. Or, on a bien sûr des nuisances associées à tous ces déblais, des inconvénients, donc des émissions de gaz à effet de serre. Ça joue fortement sur effectivement nos bilans carbone d'entreprise, mais aussi des émissions et des nuisances beaucoup plus locales comme la circulation automobile, la saturation des centres de traitement. Donc on est conscient de ces impacts et on a voulu contribuer donc aux différents groupes de travail à l'élaboration du guide. Ce qu'on était venu chercher au départ, c'était effectivement aussi de prendre connaissance des pratiques de nos pairs. On a des expérimentations, on fait aussi du tubage, on fait quand même pas mal de réemploi en milieu agricole. On a plus de mal à faire du réemploi en milieu urbain. On fait de temps en temps du tubage, mais on le fait plutôt par opportunité ou peut-être par contrainte. Et aujourd'hui, on aimerait rentrer dans quelque chose où on est plus dans l'initiative. Et donc, on voulait aussi partager autour des freins et leviers, qu'ils soient réglementaires ou culturels. On a tout à fait pu partager avec nos pairs ce que je n'avais pas forcément vu, et ce que ces travaux nous ont pu faire découvrir, c'est aussi prendre conscience de l'impact des excavations sur les terres agricoles, en lien avec les projets de renaturation urbaine, et puis aussi partager avec d'autres acteurs de l'écosystème, notamment les acteurs de la valorisation des sols et les problématiques aujourd'hui auxquelles ils sont confrontés. Au démarrage des travaux, j'avais vraiment plus en tête les freins principalement réglementaires qui existent, et puis on espère d'ailleurs que les préconisations qui sont dans le guide pourront aboutir concrètement. Ce que je retiendrai quand même, surtout finalement, c'est que pour faciliter le réemploi et la réutilisation des terres, un des principaux leviers, c'est de faire évoluer nos habitudes collectives et sortir du modèle linéaire pelle-camion. Pour ça, il faut que tous les acteurs, et notamment les collectivités, puissent faire évoluer leurs exigences pour avoir un nouveau standard, tout aussi à performante équivalence d'un point de vue technique, mais pas forcément à une performance identique, mais une performance équivalente. Et puis qu'on puisse aussi ne pas regarder que les inconvénients de la circularité, comme la sempiternelle question du stockage, ou le fait que finalement on l'a pas assez anticipé, on n'est pas arrivé en phase suffisamment amont sur cette question, sur le projet. J'aimerais qu'on puisse aussi regarder tous les avantages de la démarche, et l'outil qui a été mis à disposition pour mesurer les impacts évités permet d'ailleurs de matérialiser concrètement les gains générés par ces pratiques. Et au final, je retiendrai aussi l'importance de la communication, notamment les affiches sur l'utilisation de matériaux locaux, le partage de la connaissance avec des bases de données chacun fait des études géotechniques de son côté. Et là, l'idée d'avoir une base de données où on pourrait partager chacun nos résultats pourrait faciliter en fait ces démarches de réemploi. Et puis qu'on puisse aussi communiquer sur les démarches similaires réussies. Voilà. Et puis pour finir, l'importance de la coopération. On l'a vu sur tous ces sujets toujours multidisciplinaires pour vraiment réussir à faire progresser la circularité et industrialiser aujourd'hui nos expérimentations. Merci beaucoup, Cécile, pour ces témoignages. On Merci va finir Azilis. avec le troisième énergéticien, Enedis, qui va en plus pouvoir nous faire une petite illustration d'une démarche de réemploi, d'une expérimentation de réemploi qu'ils ont mise en œuvre avec leur direction régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je laisse la parole. Je pense que Charlène, c'est toi qui es présente aujourd'hui. Je te laisse la parole et ensuite, je passerai les slides de l'expérimentation. Ok. Bon, alors déjà, je vais commencer aussi. Bonjour à tous, déjà, dans un premier temps. Et je vais vous rappeler quelques éléments aussi de contexte d'Enedis. Bon, je pense que tout le monde connaît l'entreprise, mais bon, on est gestionnaire de 95% du réseau de distribution d'électricité en France. Donc, on se charge d'acheminer l'électricité jusqu'à près de 37 millions de clients. Et sur le terrain, on raccorde chaque année 300 000 nouveaux foyers au réseau public d'électricité. Et on exploite plus d'1 million de kilomètres de lignes électriques sur tout le territoire.
D'un point de vue carbone, il faut savoir que 30% de notre bilan carbone global concerne l'achat de prestations de travaux. On parle d'achat de prestations de travaux parce qu'on externalise cette partie-là avec des prestataires travaux. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous de travailler sur cet axe-là pour réduire nos émissions de CO2 de nos chantiers de raccordement souterrain, parce qu'on fait plus de souterrain que d'aérien. Et si on regarde juste sur un chantier, quels sont les plus gros postes d'émissions, ça va être le transport des terres, leur mise en déchets et la production des nouveaux matériaux. Tout ça, ça représente plus d'un tiers de l'impact carbone d'un chantier. C'est pour ça que le réemploi des terres, c'est vraiment notre levier prioritaire sur lequel on veut travailler. Et donc, si on arrive à faire vraiment du réemploi dans nos chantiers, on arrive à éviter jusqu'à 60% des émissions, hors matériel réseau. Donc, c'est pour ça qu'on veut accélérer cette démarche et on vise aujourd'hui à atteindre 20% de chantiers qu'on appelle bas carbone à partir du moment où on fait du réemploi des terres. C'est notre levier minimum pour qualifier un chantier de bas carbone. Et on vise 20% de la totalité de nos chantiers d'ici 2030. Donc, pour réussir à atteindre ces ambitions, on a décidé donc de faire appel à ITF parce que justement, là, on est en phase d'expérimentation. Ça fait à peu près 2 ans. Bon, même si nos prestataires le faisaient plus ou moins, voilà, il faut qu'on arrive à bien encadrer cette démarche et à le faire vraiment systématiquement dès qu'on peut. Et donc, pour passer à une vitesse supérieure, on avait besoin d'ITF pour travailler là-dessus. Parce que ce n'est pas seulement une stratégie environnementale interne, c'est aussi une stratégie territoriale. Donc, ça implique vraiment la coordination de plusieurs acteurs, les aménageurs, les collectivités, l'ingénierie, les entreprises de travaux. Donc, on avait besoin d'une tierce personne. Et grâce à la transition foncière, ça nous permet de structurer davantage notre démarche, de travailler collectivement et d'aller plus loin, notamment sur les logiques de renaturation sur lesquelles aujourd'hui on n'est pas du tout avancé. Donc, ça nous a vraiment aidé à prendre du recul sur notre démarche, sur aussi nos modes de fonctionnement, de structurer davantage notre approche et surtout de nous outiller avec, comme vous avez pu le voir, des guides, des méthodologies et vraiment des outils concrets. Par exemple, nous, aujourd'hui, on avait déjà un outil de calcul de nos émissions carbone pour chaque chantier, mais on n'avait pas du tout d'outils nous permettant de mesurer l'impact des volumes de terre évités. Donc, voilà, c'est ce type d'outils qu'on va pouvoir essayer de déployer ensuite dans nos équipes. Donc, le partenariat avec ITF nous a permis vraiment de passer d'une approche expérimentale à une approche plus structurée, plus outillée, et collective surtout. Et on est mieux armé pour faire du réemploi des terres un levier majeur de décarbonation et surtout un vecteur de transformation non seulement dans nos pratiques, mais aussi à l'échelle des territoires. Donc voilà, et on a hâte de continuer notre collaboration. Merci beaucoup, Charlène. Je laisse la parole à Paul, du coup, de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, pour nous montrer un petit peu ce qui avait déjà été expérimenté par Enedis. Bonjour à tous. Donc, pour compléter là, ce qui vous a été présenté, donc effectivement, côté Auvergne-Rhône-Alpes, on avait travaillé un peu cette problématique-là. Alors, juste sur la slide suivante, voilà, pour donner quelques ordres de grandeur sur ce qu'est un chantier réseau. Voilà, 1 km, en gros, en ordre de grandeur, hein, 1 km de réseau en enfouissement souterrain, c'est 50 rotations de camions. Pour donner voilà, un ordre de grandeur aussi, tout à l'heure on parlait d'impact sur la circulation, les routes, le bruit. Donc le 30%, le poids des chantiers dans les émissions CO2, c'est ce qui a été mentionné aussi plus tôt. Et 2050, c'est notre ambition de neutralité carbone. Donc forcément, il faut qu'on travaille dessus. Ça, c'était la raison pour laquelle on s'est lancé. Et ensuite, on est allé voir un acteur qui s'appelle donc le CEREMA, qui s'occupe de à maille nationale, hein, d'aider les gestionnaires de voirie dans les prescriptions de voirie, dans la partie technique, pour se faire accompagner d'un tiers de confiance et d'un sachant
dans le réemploi des terres, puisque le but, c'est effectivement d'aller au-delà de l'aspect, on va dire, un peu rural et en zone agricole, d'aller faire du réemploi sous chaussée. Et donc, on s'est attaqué à ça pour mettre en place une méthode qui nous permette de réemployer les terres de partout, dont sous chaussée, et d'aller jusqu'à moins 46 rotations de camions évitées avec cette méthode-là. Donc sur la slide suivante, donc l'idée c'était bien de faire du réemploi localement. Donc le but c'est de supprimer les camions. Donc ça marche quand la carrière ou le lieu de recyclage, on va dire, est suffisamment loin. Effectivement, ça n'a pas de sens. Si la carrière est juste à côté du chantier, ça n'a pas de sens de mettre en place d'autres actions qui peuvent elles aussi générer du temps et de l'argent. À partir du moment où la carrière est suffisamment éloignée, les chantiers suffisamment longs, ça devient intéressant de traiter ce sujet-là au sens CO2, au sens économique et écologique. Et donc, on a bâti une méthode en 3 points avec le CEREMA, basée sur l'étude. Donc, dans nos chantiers d'enfouissement réseau, on ne fait pas que de l'enfouissement, mais là, c'est de l'enfouissement dont on parle. Donc, on a une phase d'étude sur la partie électrique et parfois mécanique aussi sur certains supports, mais on a déjà une étude électrique, on recherche des emplacements pour des postes, on recherche voilà, un certain nombre de choses. L'idée, c'était d'ajouter à ça une phase d'analyse des cartes géologiques. Donc ça, c'est disponible, il y a des sites qui fournissent ça de façon plus ou moins précise, il y en a qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Mais ça permet déjà d'avoir un peu une idée de la nature du sol et de ce qu'on peut trouver a priori sous les chaussées, puisque les chaussées, il y a une structure qui est déjà existante et puis dessous, il y a le sol qui est on va dire, naturel, dans lequel on peut aller taper. Et ensuite, avant travaux, l'idée, c'est de venir faire des sondages. Donc ça aussi, ça conditionne un peu le type de chantier sur lequel on peut le faire, hein. Des chantiers un peu importants avec un peu de délai. Des chantiers plus courts, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais ce n'était pas la cible principale. Et l'idée, c'est de venir faire des sondages pour voir si dans le sol, il y a bien ce qu'on prévoit qu'il y a sur les cartes géologiques. Et si ce n'est pas exactement ça, de caractériser le matériau. Caractériser le matériau, ça veut dire qu'on va lui donner une carte d'identité, comme ce qu'ils ont en carrière, et on va dire tel matériau, il a telle carte d'identité. Sur la photo qui est sous la pelleteuse, là, alors ça ne se distingue pas tout à fait, mais on voit qu'effectivement, il peut y avoir une notion de tri avec des matériaux différents plus proches de la surface et d'autres matériaux plutôt en profondeur qu'il faut venir trier. Donc ça, effectivement, c'est une contrainte qui peut y avoir et qu'on doit gérer avec nos prestataires en fonction du mode d'excavation. Là, vous avez sur la photo donc une pelleteuse, donc ce qu'on appelle une technique traditionnelle. On fait parfois de la pose en trancheuse, en tranchée étroite. En gros, une roue, vous prenez comme une grosse disqueuse et une roue qui va venir creuser sur une faible largeur. Et là, on mélange toute la terre. Donc là, ça demande aussi un autre travail parce que ça veut dire qu'il faut caractériser, en amont, il faut caractériser le matériau mélangé pour voir qu'est-ce que ça va donner après. Et en fonction de ça, on a une carte d'identité des matériaux qui nous dit est-ce qu'on peut le réutiliser en couche inférieure de roulement, en couche supérieure, avec quel compactage, et ça nous permet d'avoir quelque chose d'opposable vis-à-vis du gestionnaire de voirie. L'idée, c'était surtout ça, c'était de rassurer le gestionnaire de voirie qui a des obligations en termes de tenue de route, qui a des obligations voilà, de durée de vie des ouvrages qu'il exploite, qui a des budgets à respecter aussi comme beaucoup de services. Et l'idée, c'était de lui garantir que le matériau qu'on met, il est aussi bon que le matériau neuf issu de carrière. Donc parfois, on peut avoir du retraitement en local, hein, des prestataires qui font du criblage pour avoir une granulosité suffisamment conforme pour le mettre en couche inférieure, en enrobage de cale. Enfin, il y a plusieurs techniques qui existent pour le faire en local. C'est plus ou moins lourd, donc c'est pour ça qu'en fonction de la taille du chantier, ça peut être rentable ou pas. Et l'idée, c'était de mettre en place, un peu comme ce qui a été fait là dans le projet, des méthodos avec des fiches réflexes pour que on ne refasse pas une usine à gaz, qu'on s'intègre dans des process déjà existants et qu'on puisse communiquer avec le gestionnaire de voirie via des canaux qui existent déjà. Et que pour le prestataire, ce ne soit pas un document de plus, une vérification de plus, mais qu'il puisse intégrer ça dans ses cadences. Parce que les prestataires qui travaillent là-dedans,
voilà, le nerf de la guerre, c'est à quelle vitesse ça va avancer, combien de jours ça va prendre et le coût que ça va avoir et donc le prix qu'il va remettre pour tel ou tel chantier. Donc voilà tout ce sur quoi on a travaillé pour garantir ça. Et c'est un peu, quand on fait le parallèle, et je fais souvent ça avec le plastique, le papier, l'aluminium, c'est un peu les mêmes choses qu'il y a eu sur ces matériaux-là il y a quelques années, dizaines d'années, où en fait on cherche à démontrer que le matériau recyclé peut être utilisé dans quasiment les mêmes conditions que du matériau neuf. Et donc, on est là-dessus depuis facilement 4 ans maintenant, parce que 2026, oui, donc facilement 4 ans qu'on a commencé à travailler là-dessus pour aboutir à quelque chose d'assez pratico-pratique pour qu'on puisse le déployer à l'ensemble de nos prestataires et le mettre en œuvre le plus largement possible. Merci beaucoup, Paul, pour ce témoignage. Donc là, on était vraiment sur l'aspect VRD, donc voirie et réseaux divers et réemploi. Et maintenant, avec nos autres partenaires, on va plutôt s'intéresser à l'aspect sol vivant, donc refonctionnalisation des sols voilà, intérêt pour la qualité des sols et intégration dans la stratégie des collectivités. Donc, je vais laisser la parole en premier à Romain Garnier du cluster au milieu sol pour expliquer un petit peu son rôle dans ce projet. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Super, nous on est un pôle de compétitivité en fait qui agrège un certain nombre d'acteurs autour de la question principalement de l'écologie en ville et de l'économie circulaire. Donc on a une filière sol qui agrège des personnes morales principalement, donc des entreprises, des collectivités territoriales et des universitaires. Donc on accompagne tous ces gens autour de la question des sols à travers voilà, les questions de sites et sols pollués, de santé des sols et depuis plusieurs années sur l'économie circulaire des terres excavées, qui est devenu vraiment un sujet important en Île-de-France, comme le rappelait Azilise en introduction. Et donc, depuis toutes ces années où on accompagne ces acteurs, on avait beaucoup de données. Et c'est un petit peu comme ça qu'on s'est rapproché de l'Institut de la transition foncière. Donc on était déjà en phase avec le constat sur les terres excavées, avec en plus une certaine urgence en Île-de-France, puisqu'il y a aussi une saturation des installations de stockage, donc une nécessité un petit peu de réagir pour voir ce qu'on fait de ces terres excavées. Et puis on était aussi en phase avec les ambitions, c'est-à-dire de changer les pratiques au sein des aménageurs, des collectivités qu'on accompagne. Et on avait vu déjà au cours des dernières années un progrès de la part de la profession voilà, sur ces questions-là. Pour nous aussi, le fait de se rapprocher de l'Institut de la transition foncière, c'était une opportunité de pouvoir s'impliquer dans une publication plus longue, puisque nous, via nos accompagnements, on réalise souvent des événements avec des comptes rendus qu'on met en open source sur notre site internet pour contribuer à changer les pratiques, mais on n'a pas toujours le temps voilà, de se lancer dans une publication comme celle-ci. Donc notre partenariat, nous, ça a plutôt été un mécénat de compétences. On a apporté toute cette donnée qu'on avait en réserve et dans le cadre de cette publication, donc autant sur les outils que sur le constat. Et voilà, on espère que dans le futur, cette publication, elle pourra servir aussi à modifier les pratiques dans la phase test. Et voilà comment on s'est investi petit à petit dans ce projet. Merci beaucoup, Romain, pour ton témoignage. Alors, il nous reste encore deux partenaires qui vont pouvoir voilà, en parler un petit peu avec des regards différents, et notamment ICAD, donc, qui est un aménageur, justement sur son rôle d'aménageur et en tant qu'aménageur, la réutilisation des terres excavées. Et ICAD qui a également pu déjà tester notre outil de mesure des impacts évités et donc qui va pouvoir faire un retour d'expérience sur ce sujet. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc c'est vrai que les terres excavées, c'est un enjeu majeur pour ICAD, dans la mesure où on est amené à générer des volumes significatifs de terres excavées par rapport à nos activités. Donc on a des activités d'aménagement, mais aussi de construction neuve de logements, donc qui peut qui peut contenir des parkings, et aussi dans la réhabilitation de patrimoine tertiaire.
Et c'est vrai que les terres excavées ont souvent été considérées comme de simples déchets. Ça représente aujourd'hui un volume assez conséquent et donc pour nous un enjeu environnemental, réglementaire et économique. Ce qui nous intéressait en fait dans ce groupe de travail avec l'Institut de la transition foncière, c'était comment dire, d'avoir une nouvelle façon de gérer les terres excavées qui s'orientait de plus en plus vers une approche, on va dire, circulaire pour déjà réduire les volumes de terre qu'on excave, mais aussi réemployer les terres, alors soit sur site, ce qui n'est pas toujours possible, ou bien sur d'autres chantiers, et valoriser ce qui ne peut pas être réutilisé. ICA, donc on a soutenu la genèse de l'Institut de la transition foncière et on collabore avec l'Institut depuis ses débuts. Nous, ce que l'on est venu aussi chercher, c'est dans la participation de ces groupes de travail, c'est de voir comment on pouvait lever les freins techniques pour monter en connaissance sur les sols. Les freins également opérationnels auxquels on est confronté, donc la question du stockage, mais aussi de la logistique. Les freins économiques, c'est-à-dire trouver un modèle qui ne grève pas trop l'économie de nos opérations, et les freins juridiques, notamment avec la sortie du statut de déchet. Donc voilà, donc avec le travail effectué avec l'Institut, ça a permis aussi d'aboutir à des outils qui sont opérationnels et que l'on va être amené à activer dans le cadre de nos opérations. Aujourd'hui, la démarche d'ICAD repose sur 3 axes. Tout d'abord, il y a la prescription, notamment dans nos cahiers des charges, c'est-à-dire que dans les lots paysagistes de nos cahiers des charges, on incite à utiliser des terres recyclées. Donc, on l'a mis systématiquement dans un premier temps dans nos cahiers des charges en Île-de-France, et là, on va le déployer sur l'ensemble de nos cahiers des charges, sur l'ensemble de notre territoire. Azilis en a parlé tout à l'heure, mais dans les outils, il y a aussi le closier, c'est-à-dire qu'on va aller piocher en fait dedans, par exemple, quel choix d'amendement ou bien orienté sur les types de mélanges fertiles que l'on pourra mettre aussi dans nos cahiers des charges. Et pour les lots terrassement, intégrer, on va dire, toute la partie réemploi et valorisation des terres avec les conditions de stockage, notamment in situ si les qualités agropédologiques correspondent à l'usage souhaité. Donc prescrire, on va dire, l'utilisation des terres recyclées, c'est bien, mais faut aussi pouvoir le permettre. Donc notre deuxième axe, c'est l'opérateur de recyclage. Et c'est vrai que depuis le début, on travaille, enfin on a accompagné Terre Utile et on travaille avec eux. Donc Terre Utile conçoit et commercialise de la terre végétale à partir de matériaux excavés recyclés. Ce qui était intéressant aussi, c'est que en termes d'économie, ce sont des coûts similaires à des terres végétales naturelles quand on les considère au départ de la plateforme. Et que voilà, on a expérimenté dans un premier temps sur quelques projets, et là on essaye, on va dire, de développer cette pratique sur l'ensemble de nos opérations, lorsque cela est possible. Et enfin, le troisième axe, c'est la mesure d'impact. Donc, on a eu l'occasion de tester un des outils de l'Institut, notamment pour quantifier, on va dire, l'évitement d'excavation, pour voir qu'est-ce que ça pouvait représenter. C'est-à-dire jusqu'à présent, on utilisait de la terre végétale recyclée, mais est-ce que ça a un impact significatif ou pas?
on trouvait ça intéressant de pouvoir le valoriser et que ça s'inscrit aussi dans cette logique d'éviter et de réduire. Donc là, c'est un témoignage un peu d'opérations concrètes qui ont été faites chez ICAD. Donc on a testé l'outil Impact Éviter. Donc c'est une forêt urbaine que l'on a créée à Aubervilliers. Donc ça a été fait en 2 phases. Donc la première phase en 2020 et puis une extension en 2024 qui représente 15 000 m² de pelouse et de sous-bois avec 1500 arbres. Ça a représenté donc 6700 m³ de terre excavée. On a amené à peu près 10 000 m³ de terre végétale naturelle, avec aussi de l'apport de compost et de l'amendement à hauteur de 6500 m³. Et on a, sur une partie, notamment sur l'extension de 2024, on a expérimenté en utilisant de la terre végétale recyclée de terre utile à hauteur de 4000 m³. On n'avait pas forcément utilisé plus parce que par rapport aux essences des arbres, etc. Donc avec le paysagiste, on a travaillé sur cette quantité-là. Mais du coup, en faisant un peu ce bilan avec l'outil de l'Institut, on voit que ça représente 1300 m² de surface de sol agricole que le projet a contribué, on va dire, à ne pas décaper. Donc c'est un début, on va dire. Ça représente 44 tonnes de CO2 évitées. Donc si on le convertit en termes de tour de la Terre, c'est 6 fois le tour de la Terre. Donc voilà, ça c'était un de nos premiers projets pour expérimenter un peu cette démarche. Un autre projet, donc c'est un projet de logement, donc avec un niveau de parking sur une parcelle de 1400 m². Là, on a excavé 300 m³ de terre et on a utilisé de la terre végétale recyclée, terre utile, pour végétaliser les toitures et les espaces en rez-de-chaussée. Donc ça représente environ 633 m² de sol agricole, on va dire, de projet, de sol agricole que le projet a contribué à ne pas décaper. Et 6 fois aussi le tour de la Terre en voiture. Donc 46 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre évitées. Voilà, ça permet d'avoir un peu quelques métriques par rapport à 2 typologies de projets distincts chez ICAD. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, il faut savoir que l'outil Impact Éviter, pour l'instant, c'est un prototype. Donc, ICAD a pu tester. Et là, j'en parlerai par la suite. Mais l'idée, pour nous, c'est d'enchaîner sur une phase d'expérimentation à partir de l'automne 2026, justement pour pouvoir tester avec des partenaires l'ensemble des outils proposés par l'Institut et venir les perfectionner et les consolider à partir de retours terrain. Donc, justement, par des tests comme a pu le faire ICAD, en nous donnant ensuite aussi des retours pour s'assurer qu'ils soient le plus pertinents possible. On va laisser la parole à notre dernier partenaire, EOD, sur les méthodologies du coup de diagnostic de qualité des sols et de refonctionnalisation des sols. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, l'idée là, c'est de vous présenter assez rapidement pourquoi EOD est intervenu dans ce groupe de travail via les travaux. Faut revenir un peu. Via les travaux qu'on a menés justement sur la préservation des sols et tout ce qui va être lié à la gestion des terres. Donc, au niveau du pôle sol vivant, en fait, notre stratégie générale, elle démarre par le diagnostic. Donc, c'est la diapo juste après. Ouais. Donc, par le diagnostic agro-pédo-biologique. Donc, on va vraiment s'intéresser à réaliser les différentes méthodes d'investigation des sols, donc par ouverture de fosse ou par sondage à l'intérieur. L'idée, c'est vraiment de pouvoir décrire le sol, notamment les différents horizons
pour pouvoir identifier quelles sont les terres qui peuvent être revalorisables sur le site. Pour ça, donc, on va définir effectivement via le diagnostic pédologique, mais aussi échantillonner pour envoyer au laboratoire pour avoir des indicateurs qui soient plus précis, notamment sur le carbone, des éléments qui sont liés à taux d'azote, etc. Donc vraiment des caractéristiques à la fois pédologiques, à la fois agronomiques, mais on ne s'arrête pas forcément que là non plus. On va aussi avoir des indicateurs biologiques qui vont nous permettre d'affiner encore plus le diagnostic, notamment pour la réutilisation des terres, parce que les premiers horizons, les premières couches, elles vont être aussi riches en termes de biodiversité, et donc tout l'intérêt aussi de bien caractériser ces terres-là pour les réutiliser au sein même du site aussi pour un premier horizon fertile, par exemple. Donc la diapo suivante. Donc en fait, quand on va faire ce diagnostic agro-pédologique et biologique, on va pouvoir avoir une caractérisation des sols, fournir une carte des sols pour justement définir à quel endroit globalement les sols sont homogènes pour ensuite mettre en opérationnalité pour dire quelles sont les terres qu'on va pouvoir réutiliser sur site, les stocker et ensuite les mettre en place pour la création de technosols par exemple. La diapo suivante. Donc quand on fait cette caractérisation d'un point de vue fertilité, parce qu'évidemment c'est un des enjeux majeurs, on va avoir des outils, notamment un outil qui s'appelle Agrisol, qui va nous permettre par rapport au diagnostic agro-pédologique et aussi biologique dans un deuxième cas, de pouvoir caractériser quelles sont les terres qui sont réutilisables par rapport à des sous-propriétés des sols, l'ancrage racinaire, l'équilibre des nutriments, quelle est la capacité de rétention en eau, etc. et quels sont leurs potentiels de réemploi comme premier, deuxième ou troisième horizon pour la création de technosols. Suivant. Donc voilà, par exemple, c'est vraiment l'idée juste de vous illustrer des stratégies de réutilisation des terres, plus ou moins amendées, des options qu'on peut proposer aussi, parce que l'idée, c'est pas forcément de toujours avoir des terres extrêmement fertiles à réutiliser, c'est aussi de faire avec l'existant, des terres qui sont pas forcément extrêmement fertiles, mais qu'on peut toujours réemployer, parce que en fonction de la stratégie de la palette végétale, en fonction du milieu qu'on veut recréer, on peut toujours exploiter ces terres-là, et donc on propose différentes options, et ensuite c'est avec le paysagiste, avec les écologues du groupement qu'on va pouvoir définir quelle est la meilleure stratégie à privilégier pour la réutilisation de ces terres-là. C'était un exemple sur cette diapo-là, et sur celle-là, c'est d'autres projets. Là, un projet là, situé à Confluence à Lyon, où il y a des terres qui ont été refonctionnalisées, et on va aussi affiner via le diagnostic agro-pédo et biologique les différentes phases de réutilisation de ces terres-là pour construire des technosols et orienter au mieux par rapport aux volumes qui sont disponibles et qui sont nécessaires. Et pour finir, parce que c'est bien effectivement de pouvoir utiliser ces terres-là, mais ensuite il faut végétaliser. Donc là aussi, on va accompagner sur la proposition d'une palette végétale qui est compatible avec les sols qui sont en place, mais aussi les sols qui sont reconstruits via justement ces mouvements de terre pour faire en sorte que le projet soit le plus efficace et qu'il soit plus durable dans le temps. Merci beaucoup, Quentin, pour ce témoignage qui éclaire peut-être un petit peu comment, concrètement, on arrive à mettre en œuvre une stratégie de diagnostic de qualité des sols dans le but d'avoir ensuite une renaturation et une végétalisation qui soit appropriée effectivement par rapport aux caractéristiques du sol en place. Je te remercie d'avoir essayé de rattraper un petit peu le retard qu'on a pris. Et donc, maintenant que on a pu avoir cette diversité de partenaires qui s'est exprimée autour de ce projet, sachant qu'il y a aussi tous nos adhérents et adhérentes qui ont participé au groupe de travail et qui ont répondu présent pour les entretiens, on a choisi, on a voulu laisser la place à 2 territoires qui ont été moteurs sur la réutilisation des terres excavées, donc avec la Samoa qui s'est occupée de la requalification de l'île de Nantes et qui va s'exprimer sur quelle stratégie ils ont mise en œuvre relative aux terres excavées. Et enfin, sur on va laisser la parole également à la métropole du Grand Lyon, qui a aussi été motrice sur ce sujet-là et qui est reconnue comme un acteur de place, en tout cas à suivre sur les innovations relatives aux terres excavées. Donc, je laisse la parole à Olivier pour l'île de Nantes. Oui, bonjour, merci Aziz pour l'invitation. Donc, je vous propose de retourner à Nantes, là où on était avec Mathieu Delorme tout à l'heure, mais sur un autre projet, cette fois-ci sur le projet urbain de l'île de Nantes. On peut passer à la slide après.
Donc moi je suis Olivier, que je travaille à la Samoa. La Samoa c'est un satellite de la ville de Nantes puisqu'on est une société publique locale dont on a la délégation en fait pour l'aménagement de l'île de Nantes qui est un territoire qui fait à peu près 5 km de long sur 3 km de large. C'est des anciennes îles de Loire en fait, un archipel qui a été transformé au fil des siècles en une emprise unique avec une grosse activité industrielle jusque dans les années 80 et qui, depuis les années 2000, en fait, nous, on a été créé en 2003, la collectivité a souhaité réaliser l'extension du centre-ville sur ce territoire-là. Donc, c'est un territoire qui est en phase d'urbanisation, on va dire, à marche forcée, et un projet qui doit se terminer en 2040. Donc on a en fait un enjeu sol qui est très très fort depuis le début du projet, de par les activités industrielles qui ont été menées sur le territoire et qui ont laissé des pollutions conséquentes sur certains endroits, et aussi par des remaniements de sol assez conséquents puisque l'île était un archipel et a été remblayée au fil des siècles par des matériaux de différentes provenances. Et donc tout le travail qu'on a mené un peu en premier lieu, ça a été avec le BRGM et l'ADEME, ça a été de cartographier les sols en place sur leurs différentes couches et différentes strates, d'essayer de dégager un peu des catégories en fonction de la nature des sols qu'on avait sous l'île pour pouvoir nous aider à définir de la manière dont on allait pouvoir les réemployer. Donc pour ça a été un gros travail. Je vous ai mis là une cartographie qui recense les différents sondages qui ont pu être faits sur l'île jusqu'à 2017. Depuis, on en a fait encore d'autres. Donc on a une quantité de sondages assez conséquente sur le territoire. Peut-être pour rebondir un peu, j'ai vu sur une question du chat là, sur la question du statut de déchets et du périmètre. Nous, un gros travail qu'on a mené sur le plan réglementaire pour faciliter le réemploi des sols, ça a été de travailler avec les services de l'État pour que l'île de Nantes, dans sa totalité, soit considérée comme un seul site. C'est-à-dire que toutes les terres qui restent sur l'île, elles peuvent transiter d'un chantier à un autre, passer d'un chantier, être mises en stock pendant plusieurs années et puis ensuite revenir à un autre chantier. Tant qu'elles sont dans l'île, elles ne sont pas considérées comme des déchets. Et ça facilite quand même pas mal leur réutilisation. On peut avancer. On a aussi fait le travail de cartographier, enfin de calculer, on va dire, les ressources qu'on allait avoir et les besoins. On savait qu'on allait excaver beaucoup de terre en réalisant le projet d'aménagement à travers le terrassement, la réalisation de tranchées de réseau, des différences altimétriques aussi pour jouer avec la question de la gestion des eaux et des inondations. Et on savait qu'en parallèle, on aurait des besoins, notamment en matériaux pour les couches de voirie et pour les sols fertiles. Et donc, c'est un peu ce travail qu'on a essayé de faire pour savoir si on pouvait se loger dans une logique à grande échelle d'économie circulaire, et sur plusieurs années. On peut avancer. Et donc, la concrétisation. Ah, il y a un petit saut. On peut revenir un peu en arrière. Merci. Encore celle d'avant. Voilà, parfait. La concrétisation de ce travail-là, ça a été de mettre en place une plateforme de gestion des terres excavées qui a été, dont la réalisation et l'exploitation a été déléguée à travers un contrat de concession de service à la société Brésillon, qui est en fait une emprise qui sert à la fois de stockage tampon et de traitement. Donc on a un peu 3 activités majeures de traitement. Un crible qui permet de séparer les fractions et de commencer un peu à calibrer les matériaux. Une station de lavage qui sert à retirer la pollution. Alors on n'est pas sur des niveaux de pollution très très élevés quand on fait ce lavage-là. On est plutôt sur des pollutions un peu de tout type, mais avec des concentrations, on va dire, modérées. Et puis un concasseur qui, notamment sur les matériaux qui sortent un peu du crible, nous permet, sur les gros morceaux, d'avoir une granulométrie plus fine qui va être utilisable ensuite en matériaux de voirie. On peut passer à la slide d'après. Cette plateforme, elle a été mise en service l'année dernière. Donc on a aujourd'hui quasiment un peu plus d'1 an de retour d'expérience. Donc, on a accueilli jusqu'à présent à peu près 60 000 tonnes de terre. Il y en a 40 000 qui ont été traitées.
Et sur ces 40 000, la valorisation, elle est quasiment à 100%. En fait, il n'y a que quelques résidus issus de la machine de lavage qu'on peut appeler de valoriser, puisque le principe de la machine de lavage, c'est de regrouper la pollution dans une petite partie de terre et du coup de séparer la pollution sur l'autre partie. Et hormis ces terres-là, la plupart a pu être réutilisée, alors pour partie sur l'île, dans les chantiers de l'île de Nantes, environ 40%, et en grande partie en filière extérieure, notamment en filière de recyclage de sable, à hauteur d'à peu près 60% des 40 000 tonnes qui sont sorties. On a aussi en parallèle travaillé la question de la valorisation des terres excavées en terre fertile, avec tout un travail qu'on avait mené un peu dans le diagnostic ressources, ressources qu'on avait fait, de caractériser les sols au-delà du sujet pollution, mais de rentrer dans une catégorisation un peu comme l'a présenté Ehud tout à l'heure, caractérisation agropédologique de nos sols. Et on a distingué notamment deux ressources, les sables et les limons qu'on va chercher un peu plus en profondeur. Et on a travaillé à partir de ces matériaux-là, voilà, on a testé différentes recettes. Et on peut passer à la slide d'après, du coup, qui nous ont permis de faire une première expérimentation en 2021, qu'on a suivie pendant 2 ans, qui s'est avérée concluante et pour nous aider aussi à sélectionner la meilleure recette qu'on souhaitait ensuite appliquer. Et depuis, on a eu d'autres réalisations et on a réutilisé comme ça à peu près, je crois, 6 à 7 000 m3 de terre excavée dans des espaces verts, du coup, en fosse de plantation notamment. Et c'est des travaux qu'on va continuer à mener avec les terres qu'on récupère. Et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir témoigné de la faisabilité aussi de ce type d'opération, même si là, on voit que c'est une opération d'ampleur sur une ZAC. On voit aussi ce que ça peut donner, en fait, si on le généralisait. Et donc, le but du projet de l'Institut, c'est vraiment d'avoir un passage à l'échelle et une généralisation de ce type de démarche à l'échelle, finalement, de tous les projets d'aménagement. Soyons ambitieux. Mais voilà, sur cette gestion des terres excavées. Merci beaucoup. Et pour finir sur la dernière intervention extérieure, le Grand Lyon, la métropole du Grand Lyon, pour nous parler de la manière dont ils ont adapté leur cahier des charges, justement pour permettre l'utilisation de ce que eux ont appelé terres reconstituées. Donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de noms qui sont utilisés pour ces terres valorisées à partir de terres excavées. Je les laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Effectivement, nous, dans un contexte de raréfaction de la ressource de terre végétale et puis de l'augmentation des besoins, cela fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ce sujet-là, comment valoriser les terres excavées. On a fait plusieurs tests, notamment avec des SPL locales. Et puis, j'allais dire, le monde économique des entreprises du paysage attendait des consignes relativement claires de la métropole pour passer à la phase opérationnelle et industrielle de la création de terres qu'on a appelées reconstituées sur la métropole, puisque un groupement d'entreprises s'est créé et s'est appelé Terre Fertile, donc c'est pour éviter la confusion des genres. Et du coup, donc on a imposé dans notre cahier des charges, donc c'est un cahier des charges sur des marchés à bon de commande pour des opérations de quelques arbres à une dizaine d'arbres. Mon service plante environ 3000 arbres, entre 2000 et 3000 arbres par an et réalise 800 chantiers en moyenne de plantation sur l'ensemble de l'agglomération. Donc on n'avait pas la possibilité de renaturer les terres en place, mais on était obligé de passer par les plateformes que l'on vient de voir de reconstitution de terres végétales. Donc on a introduit des prescriptions techniques dans le cahier des charges de ces marchés à bon de commande pour que les entreprises locales aient un guide. Alors ce guide est relativement lâche dans un premier temps parce qu'on ne voulait pas être trop prescriptif et trop compliqué dans le début. Donc on récupère, comme on l'a vu, la fraction terreuse. La fraction terreuse qu'on caractéristique à l'intérieur du polygone bleu là, sur le triangle des textures, et à cette fraction terreuse qui correspond à entre 55% et 70% du volume initial global du mélange. On rajoute des fractions, donc une fraction caillou, puisque les premiers tests sur la métropole retenaient que l'utilisation des limons profonds
avec des phénomènes de battance repérés. Donc, on a rajouté un volume de cailloux s'il n'était pas présent dans la matrice qui était utilisée pour la création de terres reconstituées. Une fraction compost que l'on rajoutait à raison de 20 à 30% du volume, avec possibilité d'inclure du biocompost, puisque la métropole s'est lancée à l'échelle de l'ensemble de sa population dans la collecte des biodéchets et donc produit du biocompost. Donc, on voulait aussi promouvoir l'utilisation de ce produit-là dans notre cahier des charges. Et puis, pour activer le tout, une part de 5 à 10% de fumier, bovin ou cheval, parce que c'était le plus naturel. Mais comme nos entreprises d'espace vert ont aussi développé un cheptel pour répondre à l'éco-pâturage, on a ouvert sur le fumier d'ovin. Donc voilà à peu près les caractéristiques qu'on a rajoutées dans notre cahier des charges. On peut passer à la suite s'il y en a une. Sinon, voilà, les prescriptions relativement larges. Donc, en bilan, on a vu que cette production de terre nous coûtait 20% plus cher que de la terre végétale à aujourd'hui, mais on sait que cette source va se raréfier, donc on anticipe, j'allais dire, le croisement des gisements potentiels. Et puis, j'ai trouvé dans la littérature des équipes américaines qui travaillaient sur ce sujet-là, de l'ajout de compost et de fumier sur l'amélioration des sols. Donc, c'est pour ça que je les ai cités, pour éviter que ça vienne uniquement des services de la métropole. Merci beaucoup, Philippe pour ce témoignage. C'est vrai que donc il y a beaucoup de travaux scientifiques qui sont sur ce sujet, que nous on relaye aussi via la chaire transition foncière pour mettre en valeur justement toute la connaissance qui existe et qui concerne aussi là le projet actuellement en France, le projet CITER 2, dont les résultats seront diffusés à la fin 2026 aussi sur ce sujet-là. Donc merci beaucoup pour ces deux témoignages qui permettent de voir concrètement comment ça peut être mis en œuvre dans les territoires et comment c'est déjà mis en œuvre sur certains territoires. Et avant de conclure, je suis désolée pour le retard qu'on a pris, mais je voulais parler un petit peu des perspectives, nous, sur ce projet. Donc, on voit l'engouement, on voit l'intérêt, on voit que c'est vraiment une démarche d'ampleur qui concerne une diversité d'acteurs. Et nous, on voudrait du coup faciliter comme je disais, ce passage à l'échelle avec nos outils. Et vous pouvez tous, en fait, y participer en choisissant de participer à la phase expérimentale avec nous. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous mettre dans le chat et puis dans un mail récap aussi à la suite du webinaire, le contact de l'Institut pour en savoir plus et le lien vers la feuille de route qui explique comment va se passer cette phase expérimentale. Mais l'objectif, je le disais, ce sera de tester grâce à 4 ou 5 acteurs partenaires les livrables et notamment la boîte à outils en particulier pour voir comment ils peuvent s'en saisir. L'enjeu, c'est de pouvoir vraiment répondre aux besoins existants qui nous a été exprimés. Donc, pour l'instant, nos outils sont des prototypes, donc c'est venir vraiment les affiner. Et le déroulé, ce sera à la fois du coup un test individuel avec un accompagnement de l'Institut pour aider à prendre en main les outils et des temps collectifs en étant inclus dans une communauté, donc pour pouvoir échanger un petit peu autour de ces enjeux-là et autour de la mise en place en fait de cette gestion circulaire pour aussi faire remonter d'autres retours d'expérience en fonction aussi d'une diversité de territoires ou diversité d'entreprises qui n'ont pas tous les mêmes contraintes. Donc, comme je l'avais dit, on avait prévu un petit temps de réponse aux questions. Donc, on a déjà dépassé l'heure de fin du webinaire. Donc, ce que je propose, c'est de prendre quand même 2-3 questions pour y répondre. Donc, sachez juste qu'on a pris en note toutes vos questions et qu'on a prévu à la suite du webinaire de en fait, faire un document où on répond à toutes les questions. Comme ça, il n'y aura pas de frustration par rapport à votre participation dans le chat, parce que j'ai vu que c'était très actif. Mais si jamais il y a des questions qui sont un peu récurrentes ou qui concernent un peu tout le monde, Maë, si tu veux me les partager, je te laisse. Je vais passer vite fait sur quelques questions parce que je pense qu'on peut répondre de manière assez générale et de toute façon, on aura des réponses. Vos réponses seront dans le guide opérationnel qui sera en libre accès.
Donc, premièrement, quelqu'un demandait ce qu'était devenu du coup la quantité de terres excavées depuis 2016 qu'on a indiqué au début en intro. Et du coup, je laisse répondre à Oui. Isis. Alors, que deviennent les terres excavées? Donc, en fait, en général, principalement aujourd'hui en France, elles sont soit en installation de stockage de déchets inertes, soit utilisées, enfin valorisées, mais sous forme de valorisation plutôt volume, c'est-à-dire valorisées dans des carrières pour emblayer les carrières. Et c'est également le cas des terres du Grand Paris, donc des terres qui sont liées aux gros travaux d'infrastructure, qui en majorité, en fait, se répondent à ces mêmes circuits. Mais ce qui s'est passé avec les travaux du Grand Paris et qui a fait débat, qui a en tout cas eu le mérite de visibiliser le sujet des terres excavées, c'est que il y a eu besoin, enfin les exutoires en Île-de-France étaient saturés, donc il y a eu besoin d'aller beaucoup plus loin dans d'autres territoires. Et donc ça a bien montré que notre gestion actuelle était linéaire et présentait réellement des limites en termes de possibilités. Et donc le but, c'est vraiment de rester au sein d'un territoire au maximum, en évitant l'excavation d'abord pour réduire les volumes et en réutilisant au maximum sur ce territoire. J'ai cru voir aussi du coup une question sur ce sujet-là par rapport à l'estimation des besoins. Alors, c'est pas forcément quelque chose, donc des besoins en terre végétale, là on parle, pour justement appairer offre et demande. C'est pas forcément quelque chose qui est fait aujourd'hui, qui est développé, et justement, ça fait partie des recommandations de l'Institut et donc de tout notre travail de plaidoyer ensuite sur justement ce qui va pouvoir être mis en place sur les territoires. Donc là, on s'adresse plutôt aux collectivités territoriales, qu'elles puissent avoir un référent, comme un référent économie circulaire, mais qui traite aussi de cette question des terres excavées, pour justement centraliser un peu ces informations entre les excavations qui vont avoir lieu sur un territoire et les besoins en terre végétale. Donc, c'est des informations qu'on va peut-être pas avoir au mètre cube près, mais en tout cas, on va avoir des informations sur les grandes masses, les grands volumes représentés sur un territoire, avec tout ce qui est autorisation, notamment d'urbanisme, permis d'aménager, etc. Donc, dans toute cette idée de centralisation de la donnée, ça en fait partie et ça fait partie de nos recommandations, qu'on portera bien sûr en plaidoyer. Et une dernière question. Et juste sur ce point-là, je vous invite à aller voir le chat. Et de toute façon, on repartagera les questions et les informations données dans le chat. Mais Christophe Charlemagne a donné du coup des partages d'expérience sur ce qui se faisait en Wallonie, et notamment sur leur base de données unique qui s'appelle Walter. Donc voilà, dont on parle aussi d'ailleurs dans le guide, j'en profite, je viens de le dire Maë, on fait on fait plusieurs comparaisons internationales, notamment avec la Suisse et la Wallonie, qui sont assez avancées sur ces sujets-là, pour voir un peu ce qui est fait et comment on pourrait s'en inspirer en France, sachant que les contextes territoriaux sont quand même différents. Oui. Ensuite, la plateforme Terrasse a été évoquée dans les questions. Ça aussi, on va l'aborder dans les recommandations opérationnelles. Donc, on vous invite à vous référer au guide. Et ensuite, on avait une question peut-être un peu plus précise pour savoir si la méthodologie développée pour l'outil des impacts évités était compatible avec les méthodes du bilan carbone d'Urban Prince reconnues par BVCA. Voilà, alors sur cette question, nous, notre outil, c'est plutôt un outil d'aide à la décision. Donc, il vise pas à remplacer le calcul du bilan carbone, il vise à donner des grandes orientations, des ordres de grandeur, notamment pour faire le choix entre plusieurs projets ou pour valoriser ce qui a été fait. Mais il ne peut pas, donc il aide à comparer différents scénarios, mais il ne remplace pas un bilan carbone fait par un bureau d'études qui va aussi prendre en compte plus de facteurs d'émission. Petite précision sur les sources qu'on a utilisées pour nous faire notre outil. On utilise par contre les mêmes sources que pour un bilan carbone classique, c'est-à-dire la base empreinte de l'ADEME, les données issues de recherche du CEREMA et le logiciel CFTP dédié aux travaux publics. Donc ça va être les mêmes sources de données, mais nous, notre outil, il sert plutôt à prendre des décisions et ne peut pas être utilisé, on ne peut pas prétendre à l'utiliser à la place d'un bilan carbone qui, lui, serait plus complet. Et enfin, il y a une petite question sur le cadrage du coup de notre étude qui est restreinte à la renaturation. Et donc, on va nous rappeler oui, c'est pourquoi. C'est vrai. J'avais vu cette question aussi dans
parmi les inscriptions au webinaire, pourquoi on s'est intéressé à la valorisation et par exemple en alternative à la terre végétale et pas par exemple à la valorisation en terre crue. Jean l'a peut-être dit au début en introduction, je me souviens plus, mais l'Institut de la transition foncière, on est vraiment une association d'intérêt général qui a pour objectif la préservation des sols vivants, donc la mutation des pratiques professionnelles, notamment d'aménagement et de gestion des espaces naturels pour préserver les sols vivants. Donc en fait, la valorisation en terre crue est totalement possible. Et en fait, vu le volume de terre excavée par rapport aux besoins en terre pour la renaturation, c'est pas du tout des usages concurrents, c'est des usages qui peuvent cohabiter, en parallèle et justement, du coup, être complémentaires en fonction des caractéristiques des sols, d'où l'importance de faire un diagnostic sol lors d'un projet pour choisir le. Voilà. Et pour les autres questions, je vois qu'il y en a d'autres, mais bon, comme on a déjà un quart d'heure de retard, je vous propose de clôturer ce webinaire là. Et comme je le disais, on pourra apporter une réponse par mail. J'espère en tout cas que ça a été intéressant pour tous les participants. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Et le guide sera publié là tout de suite à la suite du webinaire. Donc, merci à tous d'avoir participé et bonne soirée.